Alors bonjour à toutes, je reconnais la plupart d'entre vous, il y a des élèves de Montpellier, il y a des élèves à distance et d'autres centres. Heu, pour les personnes qui sont, extérieures à l'établissement, comme d'ailleurs les élèves de l'école, n'hésitez pas à participer. C'est pas grave Jennifer, si vous y arrivez pas, c'est pas grave. Je m'excuse si de temps en temps, je je vous appelle Steph ou Stéphanie. N'hésitez pas à participer. N'hésitez pas à poser des questions comme d'habitude, mais pour celles qui n'ont pas l'habitude, vraiment, on est là pour ça. Voilà, moi je veux pas du tout faire un monologue. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on parle des entraînements de TP qui ont eu lieu la semaine dernière. Donc si je vous rappelle le programme, vous aviez à réviser une pose de vernis sur les mains. Vous aviez à faire un diagnostic de peau. Je pense que c'est là-dessus qu'on va s'étendre le plus aujourd'hui parce qu'il y aura probablement pas mal de questions. Et jeudi, c'était un maquillage fun et coloré à faire. Donc, on va détailler un petit peu ces trois techniques et je vais vous poser des questions. Vous pouvez participer éventuellement en allumant le micro, mais c'est vrai que quand on est plus de 10, ça commence à être un petit peu compliqué. Sinon, en participant directement sur le chat, ça peut être pas mal aussi. Comme ça, les autres voient les réponses, moi je peux les lire, y a aucun souci. Et puis à tout moment, vous pouvez intervenir et poser des questions. C'est toujours avec grand plaisir que je vais essayer d'y répondre. Et n'hésitez pas à me dire si mes explications ne sont pas claires ou si vous avez besoin d'un petit peu plus de détails. Voilà. Alors, on va démarrer, à part s'il y a des petites questions dès le début. Dites-moi si tout va bien. Toujours autant en forme. Bonjour Cindy. Bonjour. Alors, je vois des nouvelles personnes. Bonjour Claire. Claire, est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes élève Rose Carmin, élève de l'extérieur? Moi, je veux bien savoir. Noah également. Alors, Claire, je ne vous entends pas. Il faut activer votre micro. Vous pouvez cliquer sur le petit dessin du micro pour parler, sinon directement dans le chat. Bonjour Sabrina. Bonjour. Bonjour Claire. Alors, je suis intéressée par le cours de BTS. J'ai D'accord, déjà donc été là la semaine dernière. d'accord, super. Pas de souci. Écoutez, n'hésitez pas donc, à participer au cours, bien sûr, et puis après à poser des questions à Madame Bosque à la fin du cours si vous le souhaitez. Allez, donc on est parti. Aujourd'hui, on va parler de la pose de vernis. Et Noah élève Rose Carmin en BTS à distance, deuxième année. Ça marche, super. Pas de souci. La pose de vernis sur les mains, qui va d'ailleurs être à peu près le même principe que sur les pieds. Alors, on va essayer de donner toutes les petites astuces et puis les choses à pas oublier aussi pour l'examen. Déjà, la pose de vernis, logiquement, elle intervient toujours à la fin d'un soin des ongles. Ça va permettre d'embellir l'ongle avant de poser un vernis. OK? Donc, ça veut dire que vous avez repoussé les cuticules, vous avez limé, coupé les ongles pour qu'ils soient tous à la même longueur. Vous avez coupé avec la pince à envie les petites peaux, ce qu'on appelle les envies. Donc, l'ongle est en bon état. Avant de poser un vernis, il faut absolument dégraisser l'ongle puisque s'il est gras, le vernis ne tiendra pas. Donc, pour dégraisser l'ongle, pardon, vous pouvez prendre un coton et dessus y mettre soit un petit peu d'alcool modifié, soit un petit peu de dissolvant et ça fonctionne très bien. Ça va enlever les corps gras qu'on peut rencontrer dans l'huile fortifiante ou qu'il peut y avoir dans un produit de modelage si vous avez fait un modelage. Donc, pour cette pose de vernis, il va y avoir différentes étapes. La première étape, ça va être de poser une base. Poser une base, ça a plusieurs buts, plusieurs rôles. Le premier, c'est de protéger l'ongle. Si on pose directement le vernis sur l'ongle, le vernis aura tendance à colorer l'ongle et à lui donner une couleur un petit peu disgracieuse quand on enlève le vernis. Donc, poser une base, ça va faire une petite pellicule de protection. Ensuite, ça a un autre intérêt, c'est que ça va favoriser le maintien, la tenue du vernis directement sur l'ongle aussi. Donc, première étape, poser une couche de base.
L'idéal, c'est avec, évidemment, il y a une main qui va tenir le vernis, d'accord? Et l'autre main va tenir le doigt que vous allez vernir. Et avec vos doigts, vous allez venir tirer sur les peaux sur les côtés, comme ça, hop, en faisant une pression. Et ça va un tout petit peu libérer l'ongle et les peaux qui sont sur les côtés vont monter. Ça vous permet de moins toucher la peau quand vous posez un vernis. Et vous allez appliquer la base sur l'ensemble des 10 doigts. Si c'est les pieds, l'ensemble des 10 orteils. Si vous faites sur les pieds, un petit conseil, utilisez si possible une paire d'écarte-orteils. Ça permet aux pieds un petit peu, aux orteils un peu serrés de ne pas faire de touchette sur le vernis. Et si vous n'avez pas d'écarte-orteils, vous pouvez tout à fait utiliser un mouchoir. Vous faites un petit boudin en mouchoir et vous le passez un coup dessus, un coup dessous entre les orteils. Ça permet de les espacer un tout petit peu. Donc, vous appliquez votre couche de base. Une fois que c'est avec le pinceau du flacon. Oui, Maria, vous pouvez utiliser directement le pinceau du flacon. En termes de transmission de bactéries, le vernis contient des substances qui vont détruire totalement les bactéries. Les bactéries ne peuvent pas se développer dans un vernis. Voilà, il y a de l'acétone, il y a des solvants, il y a des substances relativement chimiques qui vont empêcher le développement des bactéries. Donc, vous pouvez tout à fait poser un vernis avec le pinceau du vernis. Voilà. Après, si vous préférez, on sait que maintenant, on va devoir durcir un petit peu les mesures d'hygiène avec ce qui se passe actuellement. Là, dans ces cas-là, vous pouvez très bien utiliser un pinceau autre. Voilà, ça, il n'y a aucun souci, si vous préférez. Mais sinon, au CAP, au BTS, directement avec le pinceau du vernis qui est à l'intérieur. Donc, une fois que la base est posée, il faut s'assurer qu'elle est bien sèche, d'accord? Parce que sinon, le vernis qu'on va poser juste après ne va pas bien adhérer. Vous allez venir commencer à appliquer la première couche du vernis que vous avez choisi. Un vernis, on en pose toujours 2 couches. Ça, c'est important, c'est essentiel pour avoir une jolie couvrance, une bonne tenue et une brillance qui est optimale. Donc, toujours 2 couches de vernis, ça sera beaucoup plus joli. Même si vous trouvez que le vernis est bien couvrant, je vous conseille vraiment de faire plutôt 2 couches fines plutôt qu'une grosse couche épaisse. Elle va mettre plus de temps à sécher, ça n'ira pas. Donc, première chose, j'ai mon vernis, je vais bien le secouer. À l'intérieur, il y a souvent des petites billes en nickel ou recouvertes aussi de plastique qui vont venir se disperser dans tout le vernis et qui vont lui donner une texture agréable. Ensuite, on va venir un petit peu égoutter le vernis. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir du vernis que d'un seul côté du pinceau pour éviter qu'il y ait des coulures. Et ensuite, on va venir vernir l'ongle. Alors, l'idéal, c'est de poser le pinceau du vernis au milieu de l'ongle à peu près. Et ensuite, je vais venir pousser, me rapprocher au plus près des cuticules. Et une fois que je suis au plus près des cuticules, mais sans les avoir touchées, eh bien, je vais étirer mon pinceau et je vais déjà faire un premier passage au centre de l'ongle. Ensuite, je vais faire pareil sur le côté. Donc, n'allez pas directement avec le pinceau faire de haut en bas, d'accord? Sinon, vous touchez des peaux et c'est pas joli et ça tient pas bien. Donc, mettez-vous toujours au centre du doigt et ensuite, rapprochez-vous très délicatement en appuyant le pinceau sur l'ongle. Et une fois que vous êtes au bon endroit, vous étirez. Une fois que vous avez fait ça au centre de l'ongle, vous allez faire un côté et puis l'autre. Logiquement, ça suffit. S'il y a besoin de repasser, on peut refaire un petit coup au centre et il n'y a pas de miracle pour une pose de vernis. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. On va avoir des personnes qui vont être plus douées plus rapidement, mais tout le monde peut y arriver, même pour celles qui sont un petit peu moins précises. Il faut absolument vous entraîner. Et vous entraîner sur vous, c'est déjà très bien. Tout le monde me dit oui, mais c'est pas quand même pas pareil, c'est pas la même position de la main. C'est pas grave. S'entraîner à être précise, peu importe le positionnement, c'est déjà quelque chose de gagné si vous vous entraînez même sur vous-même. Et quand vous serez capable de faire une pose de vernis avec votre main gauche sur votre main droite alors que vous êtes droitière, là, vous aurez gagné en dextérité. OK? Donc, entraînez-vous sur vous et pourquoi pas, évidemment, entraînez-vous sur vos proches. Donc, vous allez faire une couche. Tant pis si elle n'est pas parfaite puisque c'est la première couche. Il faut qu'elle soit lisse, un petit peu couvrante mais pas trop, et qui en est déjà au bon endroit sur l'ongle. On laisse bien sécher cette première couche. Attention, le petit défaut souvent c'est qu'on manque de patience et on a envie d'aller poser sa deuxième couche de vernis
mais la première n'est pas sèche. Là, ça va faire quelque chose de pas joli et de pas couvrant. Donc, attendez bien que la première couche soit sèche, ça va dépendre des vernis. Et ensuite, on va attaquer avec la même technique la deuxième couche. Donc, je me positionne au centre de mon ongle. Je pousse, je me rapproche des cuticules. Quand c'est bon, j'étire vers le bas, puis côté et côté. Et là, par contre, à la fin de la deuxième couche, on doit avoir une belle couvrance, une belle brillance. Il existe des vernis qui manquent un petit peu de couvrance. Il est possible de faire une troisième couche. Voilà. Mais ça fait un peu plus de travail. Il faut à chaque fois attendre que ce soit bien sec. Une fois que les deux couches sont posées, on va venir appliquer un top coat, d'accord? C'est-à-dire un produit de fixation et de finition. Ça permet différentes choses. Ça va permettre de protéger votre vernis des petites éraflures, des petites zones qui vont s'abîmer, et ça va aussi lui apporter la brillance sur le long terme. Voilà les rôles d'un top coat. Je vous écris le terme top coat dans le chat pour celles qui ne connaissaient pas. Voilà. Et la plupart des produits, on est sur le même produit qui fait base et top coat. Ça existe. Sinon, il faut une base, un vernis et un top coat. Voilà. S'il y a eu des petits débordements, est-ce qu'il existe un produit incorporé au vernis pour les fluidifier? Oui, ça existe, Sabrina. Je vous conseille, alors je sais que, mais je trouve plus, Mavala, c'est une marque de vernis suisse, fabrique une espèce de petit diluant vernis. Et c'est vrai que quand le vernis commence à sécher, on y met quelques gouttes à l'intérieur et ça permet de le garder encore un petit peu. Voilà. Mais évitez par contre de faire ça, de mélanger les marques, de mettre le diluant Mavala dans un vernis Sephora. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Carole, qu'est-ce qu'elle nous dit, Carole? Bonjour, vous allez bien? Moi, je vais très bien. Je suis toujours en pleine forme. Moi. Le vernis bicolore, nul, est-ce que ça tombe à l'examen? Non, ça tombe plus à l'examen, le vernis bicolore. On pouvait faire avant un côté d'une couleur, un côté de l'autre, ou dessiner la lunule de l'ongle d'une autre couleur. Ça ne fait plus partie du programme, ça, Carole, et heureusement, parce que c'était un petit peu technique. Je ne sais pas si vous connaissez aussi la technique de mettre quelques gouttes de dissolvant dans un vernis. Alors ça, c'est vraiment l'ultime recours. Vous avez déjà commencé 9 doigts et le 10e, votre vernis est trop sec. Vous pouvez mettre une goutte de dissolvant. Ça va sauver le vernis juste pour terminer la pose. Par contre, après, normalement, votre vernis, il est foutu. Puisque le dissolvant, il a un fort pouvoir volatile. Donc il va se réévaporer et il va gâcher encore plus votre vernis. Donc, si votre vernis était un petit peu sec, vous allez pouvoir le récupérer rapidement pour faire votre dernier doigt ou votre dernière couche, mais après, il est quand même foutu. Voilà. Donc, ne rajoutez pas trop de dissolvant dans un vernis qui est déjà plutôt correct. Fermez bien vos vernis. Il faut aussi bien les entretenir. Donc, quand vous avez terminé votre pose, vous prenez un coton avec du dissolvant et vous venez bien nettoyer le goulot. D'accord? Et même la tige en plastique qui tient les poils à nettoyer, ce qui permet quand vous refermez le vernis qu'il se referme bien hermétiquement. Et donc, s'il est bien fermé hermétiquement, il va tenir sur le long terme. Voilà. À l'examen, et même en dehors d'ailleurs, on va venir corriger sa pose de vernis avec un bâtonnet cardé. Le bâtonnet cardé, les filles, c'est un petit bâtonnet de buis sur lequel on vient mettre un tout petit peu de coton. Ça fait une espèce de coton-tige maison, mais un coton-tige hygiénique. On le trempe dans du dissolvant et on va venir corriger sur les côtés. Ça existe aussi, les espèces de petits stylos correcteurs, mais ça coûte très cher et c'est pas top. Là, vous fabriquez votre propre stylo correcteur et vous venez retirer tout ce qui a débordé. À l'examen, c'est pas grave si vous débordez. L'essentiel, c'est d'avoir enlevé vos débordements avant de le présenter au jury. Voilà. Et ensuite, alors à l'examen, si vous voulez gagner un petit peu de temps, vous n'êtes pas obligé de mettre la couche de top coat. Hein, si vous êtes un petit peu pressé ou que c'est pas sec, vous pouvez toujours présenter une pose de vernis. Elle pourra être notée, elle pourra être appréciée par le jury. Et tant pis s'il n'y a pas le top coat. Voilà. Et si on vous dit mais pourquoi vous l'avez pas mis, vous dites je manque de temps, mais je lui mettrai après, bien sûr. Voilà, il n'y a aucun souci. Mais ce que le jury veut voir, c'est surtout votre pose de vernis. Ne gâchez pas tout à mettre un top coat rapidement à la fin, alors que la couche de vernis en dessous n'est pas totalement sèche. Voilà, ensuite, il y a différents vernis. Il y a les vernis laqués, donc c'est ceux qui sont colorés et brillants. Vous avez les vernis mat, ils sont colorés mais non brillants. Vous avez ensuite tout ce qui est irisé
ou nacrées. Là, à l'intérieur, il va y avoir des poudres légèrement nacrées. Et ensuite, il y a les vernis pailletés. Là, on est sur des paillettes un petit peu plus grosses. Voilà, qu'il faut bien mélanger avant d'utiliser, sinon les paillettes tombent au fond. Dites-moi si vous avez des questions. Comment sait-on que le vernis est sec avant de mettre la deuxième couche? C'est la grande question. C'est ça qui est un petit peu dangereux. Alors, quand on connaît son vernis, on sait. On sait qu'il est sec au bout de tant de temps. Un bon vernis de bonne qualité, il doit être sec. Si vous commencez le pouce doit être sec quand vous avez à peu près appliqué les 10 doigts. Mais ça, c'est un bon vernis neuf. Après, il faut venir toucher. Mais alors, ne touchez pas trop rapidement, mais au bout d'un certain temps, quand vous pensez qu'il est sec, vous pouvez venir toucher très délicatement. Vous allez voir si vous pouvez toucher un petit peu plus ou si dès le toucher, ça commence à coller un petit peu. Dans ces cas-là, ne mettez pas trop les doigts. Et après, il existe des accélérateurs de séchage. Soit des espèces de petites pipettes, une petite goutte qui vient se mettre sur le vernis et qui favorise le séchage, soit aussi sous forme d'aérosol. Attention de ne pas le mettre trop tôt, parce que l'aérosol, avec la pression, il peut quand même déplacer le vernis et faire une trace. Est-ce que tout ce qui est nail art est à l'examen CAP? Petite perle, fleur. Ouais, c'est pas évident, Isabelle, de savoir si le vernis est sec. Il faut patienter un petit peu. Maria, tout ce qui est nail art n'est plus au CAP. Au CAP, vous avez la pose de vernis classique, donc comment ça s'appelle, laqué ou irisé. Vous avez la French, ça il faut quand même le maîtriser. Et maintenant, par contre, vous avez la pose de semi-permanent. La pose de semi-permanent, en gros, c'est exactement tout ce que je viens de vous dire, sauf qu'entre chaque étape, on passe dans la lampe UV. Quand on sort, on enchaîne directement sur la nouvelle couche. Alors, vernis PBI sèche rapidement. Oui, un bon vernis, quand il est neuf, il sèche assez rapidement. Donc, vos vernis PBI que vous avez dans votre kit, logiquement, c'est bon. Sec à l'application du dernier doigt. Donc, nickel. Sabrina, à l'examen du BTS, on peut aussi bien tomber sur une pose de vernis classique que sur une pose de semi-permanent, gel ou résine. Ben voilà, vous avez tout dit. Au CAP, c'est pose de vernis et semi-permanent. Au BTS, c'est pose de vernis classique, gel, résine. J'ai jamais vu de semi-permanent tomber au BTS, mais en effet, il faut le maîtriser, puisque ça fait partie au moins déjà du CAP. Voilà. Les vernis péguissage sont de moins bonne qualité en termes de couvrance et de texture. Après, ça dépend. Moi, je trouve qu'il y a aussi un petit côté personnel. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit « Oh, les vernis péguissage sont formidables, j'adore le pinceau. » Et puis, une autre personne qui va vous dire « Moi, je les trouve moins bons, comme Jennifer est en train de nous le dire. » Donc ça, c'est vraiment aussi, il y a un petit côté perso. C'est comme certains vont vous dire « Moi, je préfère appliquer mon eyeliner avec un pinceau eyeliner, d'autres le pinceau biseauté. » Il faut que vous trouviez à vous, surtout, la marque qui va vous convenir. Moi, je trouve que les vernis PBI que vous avez dans vos kits sont plutôt bien en termes d'application et de séchage. Voilà. En termes de tenue, je ne sais pas trop parce que souvent en cours, on pose, on retire, quoi. On les garde pas sur la durée. Il faut savoir quand même qu'un vernis classique, au niveau de durée, c'est quand même pas exceptionnel. D'accord. C'est pour ça que, heureusement, il y a le semi-permanent pour sauver nos poses de vernis sur la longueur. Est-ce qu'on peut tomber sur une pose de semi-permanent à l'examen? Oui, aussi bien au CAP, surtout au CAP maintenant, avec ce nouveau référentiel. Et au BTS, jamais vu, mais c'est bien de le maîtriser. Voilà. Moi, ma marque préférée, alors en vernis classique, je ne peux pas vous dire, parce que je pense que j'en ai plus utilisé ni porté depuis au moins 2 ou 3 ans. Moi, je suis passée au semi-permanent et en semi-permanent, ma marque préférée, c'est Shellac. Je vous le note. Vous pouvez le trouver chez PBI. Voilà, il me semble que c'est distributeur exclusif chez PBI pour Shellac. C'est une marque américaine et c'est vrai qu'en semi-permanent, c'est le top du top pour moi. Il y a un très grand choix de couleurs, il y a une super tenue et l'avantage d'un semi-permanent, c'est que pendant 15 jours, 3 semaines, le vernis il tient et puis il a surtout la même brillance qu'un vernis, enfin la même brillance que le jour que vous l'avez posé. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà. Donc Shellac, top du top. À l'examen, notre matériel peut être d'une autre marque, bien sûr. Aucun souci, quel que soit le matériel de manucurie. Ah, peu importe. Nous, on vous fournit du PBI pour tout ce qui est soins, linge, produits et du SLA en maquillage. Maintenant, il n'y a rien d'imposé.
Voilà, nous, ça fait partie de nos partenariats. Moi, je sais que j'ai des élèves qui finissent, par exemple, le mascara SLA dans l'année, elles peuvent en racheter un, peu importe. Vous faites comme vous le sentez, tant que vous avez bien tout le matériel. Donc, si vous abîmez du matériel, vous pouvez en racheter ailleurs. Et si vous n'en avez pas à la base parce que vous êtes à distance ou quoi, vous pouvez très bien aller dans d'autres endroits. Le linge, par exemple, il peut être intéressant de le prendre ailleurs pour celles qui n'ont pas de linge. On peut, des fois, avec des promotions dans les supermarchés, du linge blanc peut être moins cher que chez un grossiste. Voilà. Donc, n'hésitez pas, il faut comparer, il faut regarder dans tous les magasins avant d'acheter. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre au même endroit. Dites-moi s'il y a d'autres questions sur la pose de vernis, sinon on va attaquer la lourde partie du diagnostic de peau. J'attends voir s'il y a quelqu'un qui tape une autre question. Je pense qu'on Bonjour est bon. Clémence. Bonjour. Jennifer. Oui, bonjour Jennifer. C'est bon, j'ai réussi. Je suis trop fière de moi. Ah, mais oui, ça y est, on a le bon nom. J'ai cru que c'était une autre. C'est bien. On va arrêter de vous appeler Steph. Non, mais j'ai réussi à changer enfin. Bon, c'est très bien. Parfait. Est-ce que vous avez une question, Jennifer? Et sur la pose de vernis semi-permanent, est-ce qu'on est forcément, enfin, sur les primers, est-ce qu'on est obligé de mettre forcément un primer acide ou un primer classique? Parce que ne serait-ce que pour la tenue du vernis. Alors là, vous rentrez dans un domaine que je maîtrise un petit peu moins parce que moi, je ne suis pas du tout prothésiste ongulaire. Donc, je maîtrise les rudiments du gel résine semi-permanent et le primer acide, je sais même pas, je savais pas que ça existait, vous voyez, donc je ne vais pas pouvoir vous renseigner. Non, mais c'était pour savoir si vous conseillez plus le primer acide ou le primer classique, c'est-à-dire que le primer acide, c'est plus pour les ongles gras que… Voilà, est-ce qu'il ne vaut pas mieux privilégier un primer acide à chaque pose de semi-permanent, ne serait-ce que pour la tenue? Alors, si c'est un primer qui est spécifique pour les ongles gras, et dans tous les cas, il aura forcément une meilleure tenue, donc vous pouvez le faire. Un conseil, utilisez l'ensemble des produits d'une seule et même gamme, d'une seule et même marque. N'allez pas prendre la base, le primer chez une marque, puis le vernis dans une autre, parce que tous les vernis vont pas forcément être compatibles. Donc voilà, déjà essayez de faire ça. Et ensuite, voilà, s'il existe un primer spécifique, donc une base spécifique pour une meilleure tenue, bah, évidemment, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a aucun problème. Attention, si on fait une pose de semi-permanent, quand vous allez repousser les cuticules, quand vous allez travailler tout sur l'ongle, il faut qu'il y ait 0 gras. D'accord? D'habitude, une manucurie classique, on va repousser les cuticules, on va céder d'une huile spécifique pour ramollir les cuticules. Là, à l'examen, ou même en dehors de l'examen d'ailleurs, pour le semi-permanent, on va repousser à sec. D'accord? Donc, votre pied de biche classique en plastique n'est plus suffisant. C'est pour ça qu'il faut utiliser un repousse cuticule en métal qui va venir se mettre à plat sur l'ongle et qui va venir repousser les cuticules, mais sans qu'on ait à les huiler ou à les nourrir, puisque le gras empêchera la tenue. Voilà. Et donc, oui, primer acide, je pense que ça sera mieux. Par contre, j'ai une petite question justement par rapport aux deux outils. Vous savez, la semaine dernière, vous nous aviez parlé du pied de biche en plastique. Oui. Voilà, et donc on a le repousse cuticule aussi en acier oxydable. Moi, je trouve que le pied de biche qui est en plastique fonctionne moins bien justement que l'acier en acier Ah oui, c'est sûr. Est-ce qu'on peut à l'examen ne pas utiliser le pied de biche en plastique et utiliser uniquement le repousse cuticule en acier inoxydable? Alors, moi, je ne le conseille pas. C'est vrai que pour une manucurie classique, il faut rester au pied de biche. Si le pied de biche n'est pas suffisant pour repousser les cuticules, servez-vous d'un petit bâtonnet de buis que vous aurez taillé un petit peu plus précis avec une lime et vous pouvez venir repousser un petit peu plus. Mais ce repousse cuticule en métal, il va quand même un tout petit peu affiner et fragiliser l'ongle. Donc, il faut vraiment le garder pour une pose de semi-permanent. Voilà, moi je ne suis pas fan de repousser les cuticules à sec quand on peut faire autrement. Ok. Est-ce qu'on peut faire quand même tremper les doigts pour repousser les cuticules pour le semi-permanent, mais ce n'est pas conseillé. C'est pas conseillé, ça va ramollir l'ongle, ça va l'humidifier, donc c'est pour ça qu'on ne va pas vraiment le faire. Ok? Alors les filles, on va passer, si c'est bon pour vous pour le vernis, on va passer à l'examen de peau, au diagnostic cutané. C'est vrai que souvent ça vous pose
soucis, même déjà souvent sur soi, on a du mal à diagnostiquer son type de peau. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Je pourrais peut-être pas répondre à toutes les questions. L'objectif, on va pas parler des différents soins visage en fonction des types de peau. On va vraiment chercher à savoir reconnaître un type de peau. D'accord? Donc ça, c'est important. Déjà, on va parler des différents types de peau. Quels sont les différents types de peau qu'on va pouvoir retrouver chez une cliente ou sur soi-même? Puisque souvent, le premier diagnostic qu'on va faire, c'est sur sa propre peau. Alors, vous allez avoir la peau déshydratée. Ok, la peau déshydratée, sa particularité, c'est qu'elle manque d'eau. On est plutôt sur un état passager. Pour la peau déshydratée. On peut avoir la peau déshydratée parce qu'on rentre du ski, parce qu'on a les mauvais produits, parce que en ce moment c'est l'été ou parce qu'on passe trop de temps à la plage. Voilà, ça c'est mais c'est un état passager normalement la peau déshydratée. On peut aussi avoir la peau sèche. La peau sèche, on l'appelle aussi la peau alipidique. Je vous note des termes dans le chat. La peau sèche, elle ne manque pas vraiment d'eau, elle manque surtout de corps gras. Donc, c'est le stade au-dessus. Donc, cette peau sèche, il va falloir lui apporter essentiellement des corps gras qui sont manquants dans sa peau. Évidemment, elle va aussi manquer d'eau puisque ce sont les corps gras qui font barrière à l'évaporation de l'eau. Donc, si ça manque de corps gras, ça manquera aussi d'eau. Vous avez ensuite la peau grasse. La peau grasse, on parle de peau séboréique. Je vous note tout ça parce qu'au niveau de l'orthographe, vous allez voir, ce n'est pas ce qu'il y a de plus évident. La peau grasse, peau séboréique, il en existe deux catégories de peau grasse, deux sous-catégories. On va avoir la peau grasse fluente. Cette peau grasse fluente, sa caractéristique particulière, c'est que les corps gras vont s'écouler en excès. Donc, on est sur des peaux très brillantes et luisantes qui vont avoir tendance à se repoudrer régulièrement. Donc, peau grasse fluente, les corps gras s'écoulent en excès. On a sinon la peau grasse asphyxique. Elle aussi, elle fabrique trop de sébum puisque c'est une peau grasse, mais le sébum, il a du mal à s'écouler. Il reste coincé dans les ostia folliculaires, ce qu'on appelle les pores. Et ça va plutôt faire des petites imperfections. Des boutons, des points noirs, les comédons, tout ce qui est microkystes aussi. Voilà. Donc, soit elle va avoir des problèmes de brillance, soit elle va avoir des problèmes d'imperfection. Et évidemment, malheureusement, je dirais plutôt, on peut aussi avoir les deux problèmes. Avoir des problèmes de brillance et aussi des problèmes d'imperfection. Ça, c'est sûr, ça arrive et ça existe. Vous avez ensuite la peau sensible. La peau sensible, elle peut être sensible à plein de choses, mais elle va surtout se reconnaître par les rougeurs qu'elle va présenter à la surface cutanée. Vous avez ensuite la peau atone. Atone, ça veut dire qu'il manque de tonicité. Donc, soit c'est quelque chose qui va arriver avec l'âge. La tonicité, la fermeté va être de plus en plus manquante avec l'âge. Soit ça peut être aussi à la suite d'une grosse perte de poids. Voilà, on peut avoir le problème de fermeté, surtout au niveau de l'ovale du visage, si on perd 20, 30, 40 kilos, évidemment. Et puis, dernier type de peau, on parle de la peau ridée. La peau ridée, c'est une peau qui va présenter une quantité plus ou moins importante de rides. On parle aussi souvent de la peau sénescente. La peau sénescente, c'est une peau mature, donc qui va regrouper à la fois les problèmes de peau ridée et de peau atone. Donc voilà, entre guillemets, les cases dans lesquelles vous allez devoir faire rentrer vos clientes. Évidemment, on peut avoir plusieurs types de peau et pas les mêmes types de peau au même endroit sur le visage. D'accord? Il est tout à fait possible d'avoir une peau grasse et sensible, une peau sèche et déshydratée, une peau sensible et ridée. Donc, et c'est même très souvent le cas d'avoir plusieurs types de peau sur le même visage. Et quand vous allez faire un diagnostic de peau, vous allez observer les deux zones différentes. La première zone, c'est ce qu'on appelle la zone médiane. La zone médio-faciale aussi, on dit. Voilà, c'est la zone T. Elle va regrouper le front, le nez et le menton. Je ne comprends pas la différence entre une peau sénescente et une peau atone. Alors, sénescente, ça veut dire une peau mature. Donc, une peau
qui a de l'âge. Okay, donc, il y a énormément de choses à observer sur une peau sénescente. On va en parler après. La peau atone, elle a un seul et même problème, c'est un problème de fermeté uniquement. Donc, atone, manque de tonicité, alors que sénescente, elle peut avoir des rides, des problèmes de fermeté, des taches, des problèmes de pigmentation. Voilà. Donc, elle se rapproche de la peau ridée. Ben, il y a la peau ridée, il y a la peau atone, et après, quand on a les deux, c'est la peau sénescente. Voilà. Est-ce que Jennifer, vous comprenez? Dites-moi bien. Hein. J'attends de savoir si Jennifer, plus ou moins, on va détailler après. D'accord, on va y revenir et après ça, vous me direz si c'est toujours pas, si c'est pas compris. Je reviens sur la question au-dessus. Est-ce que la perte de poids peut influencer la formation du sébum ou des boutons sur la peau grasse? Alors, une petite perte de poids, si vous perdez 2-3 kilos, logiquement, ça n'influence pas. Mais c'est vrai que quand on a des fortes pertes de poids liées à des opérations spécifiques ou quoi, ça peut perturber vraiment votre corps au niveau hormonal et dans ces cas-là, ça pourrait influencer la formation de sébum. Oui. Alors, Cindy nous demande, c'est quoi la zone T? On va en reparler. Je n'ai pas eu le temps de noter, Cindy. Alors, la zone T, donc on y revient puisqu'il y avait les petites questions. Oui, beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut avoir une peau déshydratée sensible? On peut avoir une peau déshydratée sensible, oui. Alors, on revient sur cette zone T, pardon. On parle de zone T, de zone médiane ou de zone médio-faciale. C'est le front, le nez et le menton. Donc, zone du centre du visage. Et en fait, ça forme un T. Donc, front, nez, menton, c'est la zone T, zone médiane. Voilà. Et ensuite, on va aussi observer le reste, c'est-à-dire les zones latérales du visage, c'est-à-dire les joues et le cou. Zone latérale, joues et cou. Donc attention, on va voir comment faire un diagnostic de peau. Quand je vous dis observer tel ou tel critère, vous ferez bien attention de l'observer sur la zone médiane et sur les zones latérales, puisqu'on peut avoir différentes choses. Et quand on a deux types de peau sur une seule et même peau, on parlera de peau mixte. On a souvent la peau grasse au centre et la peau déshydratée sur les joues, par exemple. Voilà, donc ça, c'était pour le vocabulaire, les différents types de peau. On va maintenant regarder qu'est-ce qu'il va falloir observer. Alors, on parle beaucoup d'observation d'ailleurs. Pour faire un diagnostic de peau, il n'y a pas que l'observation visuelle. Évidemment, on va énormément regarder la peau de sa cliente, mais il va aussi falloir la toucher. D'accord? Alors, pas juste venir poser le doigt comme ça, mais on va pouvoir venir la pincer, on va pouvoir apprécier sa douceur ou sa rugosité. On va pouvoir tirer dessus pour apprécier plutôt son élasticité, son rebond. Donc, il y a plein de choses à voir et ça, on va en parler. Et dernière chose, pour faire un bon diagnostic de peau complet, j'ai observé, j'ai touché, je vais questionner ma cliente. Ça, c'est hyper important. C'est sa peau. Elle vit avec tous les jours. Donc, le ressenti de votre cliente est vraiment primordial. Vous devez lui demander au minimum comment est-ce qu'elle ressent sa peau en ce moment. D'accord? Elle va vous dire, ça tiraille, moi ça me gêne, c'est gras, non ça va, moi ce qui m'embête c'est mes rides. Donc, vous allez avoir son ressenti et puis vous saurez aussi ce qui la perturbe elle. Parce que l'intérêt de faire un diagnostic de peau, c'est de pouvoir ensuite lui faire les bons conseils, les bons soins, mais aussi lui vendre les bons produits. Et donc, l'important, c'est de savoir ce qu'attend la cliente. Parfois, vous, ce que vous allez voir sur votre cliente en premier, c'est ses rides. Vous allez vous dire, oh, tiens, celle-ci, je vais lui faire un soin pour peau ridée. Sauf que elle, ce qui la perturbe, c'est ces 3 petits points noirs sur le nez. D'accord? L'essentiel, c'est d'arriver à avant tout traiter les besoins de la cliente. Donc, vous allez avant tout lui enlever ces 3 petits points noirs sur le nez. Vous ne les aviez pas vus. Elle, ça lui gâche la vie. D'accord? Et ensuite, il faut arriver à lui faire comprendre que sa peau a d'autres besoins et que vous pouvez lui apporter des solutions. Mais avant tout, on traite les besoins de la cliente, ce pourquoi elle vient vous demander des conseils.
Évidemment, il y a une dernière méthode, c'est qu'on peut utiliser des appareils de diagnostic cutané. Il en existe de nombreux, c'est un petit peu à la mode en ce moment, avec des sondes qu'on va poser sur le visage et grâce à des valeurs numériques, on va pouvoir dire à la cliente si sa peau est plutôt grasse, déshydratée ou sèche. Et ça, les clientes, elles aiment bien parce qu'il y a une preuve. Hein, c'est la preuve par le chiffre. Donc là, on est souvent obligé de croire. Voilà. Alors, on va commencer à parler des différents critères à observer, les filles. Première chose, on va essayer de situer la cliente si elle a plutôt une peau sèche ou une peau grasse. Vous voyez, c'est comme si on avait une balance et si vous arrivez déjà à la mettre dans une de ces deux cases, ça va éliminer certains critères. OK ? Donc, on va venir faire un diagnostic du taux de sébum. Si elle a un taux de sébum trop important, elle aura une peau plutôt grasse. Si elle a une quantité de sébum insuffisante, dans ces cas-là, elle sera plutôt sur une peau sèche. S'il n'y a pas de souci, elle aura le standard, c'est la peau normale, mais pas grand monde qui a la peau normale. Vous pouvez déjà regarder l'aspect visuel de la peau. Ok, si sa peau est brillante et luisante, on sera plutôt sur une peau grasse. Si sa peau est plutôt mate, c'est-à-dire qu'elle ne brille pas, dans ces cas-là, on va plutôt s'orienter sur une peau sèche. Attention, ce n'est pas un seul critère qui vous fait partir directement sur la peau grasse. Il y a plein de choses à observer. Vous allez aussi regarder le grain de peau, c'est-à-dire si sa peau est plutôt lisse ou non. Est-ce qu'on voit les pores ou est-ce que sa peau est uniforme? Si sa peau est uniforme, le grain de peau est plutôt serré, on ne le visualise pas, on sera plutôt sur une peau sèche. Si par contre on voit les ostias qui sont dilatés, les pores dilatés, on sera plutôt sur une peau grasse. Vous pouvez aussi observer les imperfections. Toutes les peaux ont souvent des petites imperfections. Si on est sur des imperfections de type point noir, donc point noir, ça s'appelle l'écomédon. Si elle a des microkystes, vous savez, c'est les petits boutons blancs, là, très très faciles à percer, microkystes. Je vous le renote, même si je l'avais noté tout à l'heure, microkystes. Et si vous avez aussi des petits boutons, dans ces cas-là, on est plutôt sur des signes de la peau grasse. Si par contre, en imperfection, on a des petites zones de sécheresse, des excès de cellules mortes, ce qu'on appelle des dartres, ou de la desquamation, hein, des excès de cellules mortes, ça sera plutôt signe d'une peau sèche, à condition qu'il y ait d'autres critères. Hein. Ce n'est pas juste il y a des petites cellules mortes, elle a la peau sèche, hein, attention. Et puis, on va aussi regarder le teint. Est-il plutôt frais, lumineux ou est-il plutôt brouillé? C'est vrai que les peaux grasses ont tendance à avoir le teint plus terne que d'autres types de peau. Donc, une fois que vous avez observé tout ça, il faut imaginer que vous faites en fait 2 colonnes et vous mettez des croix, peau grasse ou peau sèche en fonction de ce que vous observez. Et plus il va y avoir de croix dans une colonne et plus vous allez pencher là-dessus. D'accord? Donc là, vous allez savoir si la peau est plutôt grasse ou sèche. Vous pouvez aussi poser des questions et toucher. Au toucher, une peau grasse va être plutôt épaisse, un peu poisseuse, donc vous aurez les doigts gras tout simplement en venant toucher. Et elle sera granuleuse, puisqu'il y a des imperfections. Donc en touchant, vous allez ressentir des petits ressauts sous le doigt. Ça, c'est plutôt des critères de peau grasse. La peau sèche, c'est différent. Elle a tendance à être un petit peu plus fine déjà. Elle va aussi avoir sous le doigt du relief, mais pas du relief de granulation, mais plutôt elle va être rêche au toucher à cause de ces petites cellules mortes qu'on va ressentir. Donc elle est rêche, elle est rugueuse, elle est écailleuse, un petit peu comme sur les jambes à la fin de l'été quand on dit j'ai la peau de croco. Bon, ben, c'est un petit peu le même principe sur le visage, puisque les cellules n'ont pas assez de gras pour tenir entre elles, donc elles s'éliminent un petit peu n'importe comment. Et puis on va poser des questions évidemment à la cliente. Le poids de la personne influence son type de peau? Non, pas du tout. On peut avoir des personnes très minces et avec la peau grasse et des personnes assez fortes avec la peau sèche.
pas d'influence. L'alimentation peut avoir une influence par contre. C'est vrai que quand on boit, quand on a une mauvaise hygiène alimentaire, quand on mange trop gras ou quand on boit un peu trop d'alcool, ça peut favoriser le développement d'un surplus de sébum. Mais le poids, non, par contre. On va poser des questions à la cliente aussi. On va lui poser des questions sur le confort de sa peau. Évidemment, une peau sèche va manquer de confort. Elle va avoir une peau qui tiraille énormément. C'est une peau, enfin, la cliente, elle pense en permanence à sa peau, celle qui a une peau sèche, parce que ça tire, c'est inconfortable. Son plus grand plaisir est de mettre sa crème pour une peau sèche. Ça tiraille dès le matin. Elle se lève, il faut qu'elle mette sa crème. Des fois, on a la peau qui tiraille, vous savez, après la douche ou en fin de journée. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a la peau sèche, vous inquiétez pas. Mais si elle tiraille dès le matin, là, on est sur une peau sèche. Une peau grasse, elle va manquer de confort, mais c'est différent. Elle va être gênée parce que sa peau brille et elle brille toute la journée. Donc, voilà le problème de confort d'une peau grasse. On peut aussi lui demander comment tient son maquillage sur le visage. Ou comment est-ce qu'elle arrive à bien appliquer son fond de teint. Une peau grasse, elle arrive à bien appliquer son fond de teint. La peau est un peu glissante avec le gras. Par contre, le fond de teint ne va pas bien tenir. Il va glisser, il va couler au fur et à mesure de la journée. La peau sèche, c'est l'inverse. Elle va avoir du mal à étaler son fond de teint parce que ça va faire des petites plaques aux endroits où c'est un peu sec. Par contre, c'est un fond de teint qui va bien tenir. Évidemment, on va choisir sa texture de fond de teint en fonction du type de peau. Voilà pour la peau sèche ou la peau grasse. Est-ce que vous pensez, avec tous ces critères-là, pouvoir déjà faire la différence? On n'a pas cité la peau normale, ça existe. La peau normale, c'est plutôt... Alors oui, elle existe. Vous avez la cliente qui a la peau parfaite, mais c'est plutôt la peau normale, un standard de référence. Permet de savoir si on est plus d'un côté ou de l'autre de la barrière, vous voyez, et la peau normale, c'est la barrière. Voilà, mais oui, il y a des personnes qui ont la peau normale. On dit souvent que c'est la peau de bébé, vous voyez. On peut l'avoir à 20 ou 30 ans. Après, elle va au minimum un peu se dégrader à cause du vieillissement cutané. Mais ça existe, la peau normale. Je n'ai pas ce plaisir-là, mais... mais on aimerait toutes l'avoir, évidemment. Est-ce qu'il y a des questions sur justement cette balance de peau sèche ou peau grasse déjà? On va donner encore plein d'autres choses sur les autres problèmes de peau. Je pense que ça a l'air d'aller, merci, beaucoup plus clair. Ok, mais tant mieux, c'est le but, c'est le but. Si vous arrivez déjà à vous placer d'un côté ou de l'autre, c'est déjà pas mal. Après, il y a d'autres critères à voir. Donc, il y a un critère qui est très important, c'est arriver à déterminer si votre cliente manque d'hydratation. D'accord? Alors déjà, vous pouvez à peu près répondre oui pour 90% des personnes. On n'hydrate jamais assez sa peau. Autant, il ne faut pas mettre trop d'huile sur sa peau, sinon elle va être trop grasse. Autant, on ne peut pas trop hydrater sa peau. D'accord? On n'est jamais assez hydraté et notre peau n'est jamais hydratée à 100%. Donc, je vais vous donner des petits critères, des petites informations pour arriver à déterminer si vous ou vos clientes sont suffisamment hydratées ou non. Première chose, vous allez observer la peau. Qu'est-ce qui détermine le type de peau, la génétique? Alors, la génétique, il fait, oui, on le remarque, quand dans la famille, tout le monde a eu des gros problèmes d'acné, vous pouvez être sûr, une chance sur deux d'avoir des problèmes d'acné. Mais il y a aussi le côté hormonal, c'est vrai, qui va l'influencer énormément, puisque les glandes sébacées, elles sont sous influence hormonale. Donc, c'est sûr que la puberté va jouer un rôle important. Les grossesses vont influencer aussi le type de peau. Et puis, à la ménopause, quand il y a la chute hormonale, ça va aussi influencer. La peau, elle va s'assécher, elle va se détériorer. Voilà, donc il y a la génétique, il y a les facteurs hormonaux et puis il y a les facteurs extrinsèques, c'est-à-dire extérieurs. La pollution, le soleil et l'hygiène alimentaire et tout ce qu'on peut nous modifier. Parce que la génétique et les facteurs hormonaux, on n'y peut pas grand-chose. Enfin, on n'y peut même rien du tout, vous voyez. Par contre, l'hygiène de vie, la cigarette, l'alcool, la pollution, tout ça, on peut un peu l'orienter. Donc, on va quand même arriver à améliorer son type de peau, puis il y a les produits cosmétiques, bien sûr. Alors, pour savoir si on a une bonne hydratation, on observe la peau.
Si elle est bien gonflée, bien lisse, on est plutôt sur une bonne hydratation. Si on va voir à certains endroits ou à un moment de la journée que la peau commence à plisser, à faire des petites stries, des stries de déshydratation, ça s'appelle. Dans ces cas-là, la peau sera déshydratée. Ce que vous pouvez faire à un endroit, souvent sur les contours là, du visage, au niveau du front ou des joues, c'est prendre entre le pouce et l'index et vous friper comme ça. Et vous regardez si ça fait apparaître plein de petites tirées. Ça vous montre en fait le contour des cellules. Et si vous obtenez ça, quand vous faites ça là, et qu'il y a des petites stries, c'est un manque d'eau. Donc c'est de la déshydratation. Donc essayez de le faire. Et s'il y a des stries, mettez votre crème hydratante, refaites, vous verrez que les stries n'apparaissent pas. C'est un peu comme la pomme mûre et la pomme qui commence à se flétrir. Bon, c'est le même principe. Ces stries de déshydratation, au fur et à mesure, elles vont donner des rides plus ou moins marquées. Vous pouvez aussi regarder la couleur du teint. Une peau bien hydratée est plutôt rosée et lumineuse, alors qu'une peau déshydratée va être un tout petit peu plus terne. Vous pouvez aussi toucher et voir au niveau du rebond de la peau. Une peau qui manque d'eau va être un petit peu plus flasque, un petit peu moins souple. Et puis évidemment, on va poser des questions à la cliente. Une peau déshydratée, c'est une peau inconfortable. Si la cliente vous dit « ma peau, elle tiraille, elle est inconfortable », si elle vous dit ça dès le matin, ta peau est sèche. Si elle vous dit ça après la douche ou le soir ou à un moment particulier après être allé à la plage ou au ski, là, c'est plutôt une déshydratation. Donc, moi, je dis souvent peau qui tire le matin, peau sèche, peau qui tire le soir ou après la douche, plutôt une peau déshydratée. La peau déshydratée, je l'hydrate, la peau sèche, je la nourris avec du gras. Voilà. Donc, en tout cas, hydratation pour tous. Et après, on rajoute des critères. Ensuite, il y a une autre chose qui est à déterminer, c'est si la peau est sensible ou non. Alors ça, c'est facile. Une peau sensible, c'est une peau qui rougit. D'accord? Une peau qui rougit va être sensible, il va lui falloir de la douceur. On va éviter la chaleur, on va éviter les soins un petit peu traumatisants comme les gommages à grains ou les brosses rotatives, ce genre de choses-là. Donc de la douceur. Et après, il faut arriver à déterminer à quoi elle est sensible. Au chaud, au froid, au produit, au frottement, et à éliminer ça de sa routine de soins. Ça, c'est pour la peau sensible. Et puis, une fois que vous savez, entre peau sèche, peau grasse, peau sensible et peau déshydratée, ou un peu de tout ça, il reste à regarder les facteurs de l'âge, d'accord? Puisque en plus de tout ça, vont venir se rajouter les critères qui sont inévitables, c'est-à-dire qui sont liés à l'âge, ok? Alors, vous pouvez avoir des rides et des ridules qui vont apparaître. On dit souvent qu'à partir de 30 ans, il faut mettre un anti-âge. Bon, moi, c'est pas ma façon de voir les choses. Moi, je trouve que le meilleur anti-âge, c'est s'hydrater, se protéger du soleil. C'est comme ça, vous verrez que comme ça, vous ferez vraiment repousser le vieillissement cutané, plus qu'avec des produits anti-âge. Donc, hydratez-vous un max et protégez-vous du soleil. Je ne dis pas de se mettre la crème solaire toute l'année et d'être toute blanche en version un petit peu dépressive, vous voyez, mais plutôt de vous protéger du soleil à la bonne quantité, à la bonne dose, c'est-à-dire d'avoir une crème de jour avec un indice de protection de 25, ça c'est pas mal. Avoir un fond de teint aussi avec une protection solaire maximum 30, ça permet de filtrer au maximum les rayons UV. Mais vous continuez à bronzer, il n'y a pas de souci, mais vous repoussez tout ce qui est mauvais et qui accélère le vieillissement cutané. Donc, pour déterminer l'âge d'une peau, et pas l'âge de la cliente, on va regarder les rides, on va regarder les ridules, on va regarder aussi les problèmes de fermeté. Donc, on l'a dit, s'il y a plus des rides, on est sur une peau ridée. Si elle manque de fermeté, on est sur une peau atone. Et quand on a ces deux problèmes-là, on parlera de peau mature ou de peau sénescente. C'était les termes que j'avais utilisés tout à l'heure. C'est un terme plus général, mature et sénescente, vieillissante. Après, on peut préciser quel est son problème, soit ridée, soit atone, soit les deux. On peut aussi avoir des taches pigmentaires qui vont venir traduire que la peau a pris un peu trop le soleil et commence à vieillir. Donc, c'est des taches brunes, taches de vieillesse. On peut en avoir à 30 ans, hein, rassurez-vous. La peau va aussi avoir tendance à s'affiner avec l'âge. Donc, elle devient de plus en plus fine
donc de plus en plus fragile. Attention à ça. Et puis, on va aussi venir regarder tout ce qui est poche sous les yeux, fermeté, affaissement des traits, fonte musculaire. Hein. Quand on a 20, 30 ans, on a les pommettes bien marquées. Et puis, les muscles sont de moins en moins nourris. Donc, ils vont s'affaisser et le visage a beaucoup moins le relief qu'il devrait avoir. Voilà, une fois qu'on a tous ces critères-là, il faut arriver à conseiller les produits les plus adaptés. Il faut que dans la routine beauté de votre cliente, c'est-à-dire ce qu'elle fait matin et soir et puis de manière périodique, il faut que tous ces problèmes soient traités, ou le matin ou le soir. Si on n'arrive pas à le traiter par la crème de jour ou par la crème de nuit, on va lui conseiller un sérum à mettre en dessous qui peut avoir une action différente. Vous voyez, elle a la peau sensible, je lui conseille une crème de jour pour peau sensible, mais elle a des taches pigmentaires, je lui conseille un sérum anti-taches. Et comme ça, j'ai les deux. Ça peut être pas mal de faire comme ça. Ok? Alors, on pourrait faire ça, on pourrait parler de ça pendant 2 heures hein, ou 3 heures. Il y a plein de choses à dire, les produits, les substances, les actions. Mais on va dire que là, c'était au moins les généralités. Et pensez à bien regarder zone médiane et zone latérale parce qu'on n'a pas toujours la même chose sur ces 2 zones-là. On protège aussi avant tout le contour des yeux. C'est la zone qui va le plus rapidement vieillir parce que c'est la zone où la peau est la plus sèche. Est-ce que vous avez des questions? Je crois que c'était Jennifer qui avait un petit souci sur le terme peau sénescente. Est-ce que là maintenant c'est mieux? C'est un terme très général, peau sénescente. Dites-moi s'il y a des questions. Ça a l'air d'aller. Je laisse taper les questions. J'étais en train d'écrire. À chaque fois, c'est trop long, ça m'énerve. Oui, faites-le avec le micro, c'est bien. Et non, oui, c'est déjà un peu plus clair parce que dans les cours, c'était un peu compliqué de trouver les vraies, entre guillemets, les vraies définitions. Eh oui. Mature, sénescente, c'était vraiment pas clair. En tout cas, pour moi, hein, c'était vraiment pas clair. Donc mature, sénescente, c'est la même chose maintenant. Ça, vous le savez. Et après, on peut être plus précis. Voilà, c'est ça qui était important de trouver. Donc, oui, non, c'est pas mal. Ok, super. Après, je vous le dis, il y aurait encore plein de choses à dire. Et pour quel type de peau, qu'est-ce qu'on va faire comme appareil, comme produit. Mais voilà, ça va être compliqué de tout dire aujourd'hui. La dernière chose qui était à réviser, les filles, c'était le maquillage fun et coloré. C'était plus pour que vous vous amusiez à faire quelque chose de rigolo. Il n'y a pas de technique particulière. C'est d'ailleurs pas forcément quelque chose qui va tomber à l'examen. Hein. C'était plus pour que vous puissiez un petit peu vous lâcher. Voilà, parce qu'en maquillage, il faut se lâcher. N'hésitez pas à utiliser des couleurs que vous n'utilisez pas d'habitude, à essayer de copier un truc sur Internet. C'est ça le maquillage, c'est ça qui est rigolo. Donc, amusez-vous. Et puis, si c'est raté, tant pis, on ne dira à personne, vous ne prenez pas de photos et puis personne ne s'en souviendra. Mais amusez-vous en maquillage et testez des trucs. Et ne vous sous-estimez pas. Des fois, en regardant des trucs sur Internet, on peut arriver à faire quelque chose de vraiment sympathique ou sur soi, ou si vous avez un modèle à la maison, ça peut être bien aussi. Alors, pour la semaine prochaine, donc pour cette semaine-là, il y a des choses à faire en TP et on en parlera lundi prochain en cours découverte. Donc, vous avez en manuque et beauté des pieds le modelage mains et pieds à revoir. Voilà. N'hésitez pas, pour celles qui n'ont pas vraiment eu de cours là-dessus, à aller voir des vidéos sur Internet. Elles sont plutôt pas mal, celles qu'on trouve. Vous pouvez vous faire un automassage, hein, mains et pieds, il n'y a aucun souci, vous pouvez vous le faire sur vous-même, c'est toujours mieux que rien. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos ou pourquoi pas des vidéos. Mercredi, à réviser maquillage soir, j'ai marqué maquillage soir pour une grande occasion. Donc ça veut dire que vous pouvez en mettre un petit peu plus que pour un maquillage soir classique. Si vous voulez mettre des fossiles, mettre un petit truc un peu plus extravagant, lâchez-vous. Et ensuite, jeudi, c'est le soin visage pour peau grasse. Donc, ça permettra lundi prochain de détailler un type de peau un petit peu plus, avec un peu plus d'informations dessus. Voilà. Dites-moi si vous avez des questions. Oui, on peut faire un smoky, bien sûr. Ouais, pour un grand soir, c'est tout de suite quelque chose de très intense, l'œil charbonneux, le smoky. Donc, oui, avec grand plaisir. Et
pas honte de me l'envoyer. Vous pouvez aussi me l'envoyer et me dire que j'ai pas trop envie d'être sur les réseaux, mais ça n'empêche qu'au moins, moi, je peux vous donner une petite correction, un avis. Voilà. OK? J'ai une question. Bonjour Clémence et Maria. Les Bonjour. référentiels parlent d'appareils connectés. Alors, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que… Alors, les appareils connectés, ce sont des appareils pour le diagnostic de peau. En fait, le principe, c'est que, alors, il en existe de différentes sortes, hein, avec des sondes qu'on pose sur le visage ou directement la peau qui est analysée par une vidéo. Et grâce à ça, c'est ensuite relié à une tablette et il y a toute une analyse de type de peau en fonction de ce que la vidéo ou ce que la caméra ou la sonde a analysé. Donc, les appareils connectés, ce sont des appareils de diagnostic cutané reliés à une tablette ou à un ordinateur qui analyse les résultats. Merci. Voilà. Et il y a des marques qui ont développé ça. Et plutôt que de vous dire, vous avez la peau sèche, ils vont vous répondre, vous avez besoin de ce produit, de ce produit. En fait, c'est un outil d'aide à la vente. Hein. Voilà. Auriez-vous des liens pour les sites de modelage, car beaucoup sur YouTube, mais je ne sais pas lesquels sont bonnes. Cindy, vous avez dans le tableau que je vous envoie par mail, logiquement, un lien YouTube que je valide, on va dire, ou que je conseille. Donc, vous en avez un pour les mains et un pour les pieds. N'hésitez pas à regarder à nouveau ce tableau. OK? Avec plaisir. Les filles, j'espère vous voir aussi nombreuses lundi prochain. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et révisez bien. Merci Clémence. Au revoir Corinne. Au revoir les filles. Bonne semaine à toutes les filles.